en aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'ancien directeur de cabinet adjoint du président Moubarak Lo, par ailleurs président du mouvement pour un Sénégal émergent. Monsieur Lo, bonjour. Bonjour Daouda. Le fonds social semble être en évolution depuis quelque temps. Les enseignants menacent de bloquer le système éducatif. Comment appréhendez-vous un peu la situation? Oui, moi je trouve que c'est vraiment dommage. On ne peut pas chaque année. On ne démarre même pas l'année scolaire, il y a des menaces sur l'année scolaire. Et moi je me rappelle quand j'étais élève au lycée déjà, il y avait des grèves. Et ça fait longtemps. Et on continue à avoir des grèves. Et même le mouvement est plus grave aujourd'hui parce qu'avant, on étudiait jusqu'au mois de février, c'est là où on commençait à avoir des grèves. Mais actuellement, même dès la rentrée, vous avez des grèves. Et ce n'est même pas les élèves qui font la grève parce qu'avant c'était surtout les élèves, maintenant c'est les enseignants. Et c'est les mêmes revendications qui reviennent. Et le plus grave aussi, très souvent, ils demandent des choses qui ont été actées à travers des accords signés avec le gouvernement. Donc, si le gouvernement signe des accords, il faut les appliquer. Vous savez, il y a deux éléments. Il y a une succession d'accords. Il y a eu des accords qui ont été signés sous Abdoulaye Wade. On était à la veille d'une élection présidentielle. C'est vrai que le gouvernement peut accepter dans ces conditions quelque chose qu'il ne pourrait pas faire parce qu'on est à la veille d'une élection, il est sous pression. Le gouvernement, quand il est venu au pouvoir, le gouvernement de Macky Sall, a confirmé l'essentiel de ces accords. Il n'était pas obligé de le faire. C'est vrai qu'il y avait une menace sur l'année scolaire, mais dès lors qu'il y a un accord avec des possibilités d'étalement, parce que c'est ça qui est important. Vous savez, toutes les demandes des enseignants sont légitimes. Il y a la faisabilité dans les délais. Parce que si vous voulez augmenter sur une année des indemnités et que ça puisse vous coûter beaucoup, si vous suggérez aux enseignants de l'étaler et que vous ayez un accord là-dessus, je pense qu'il faut les appliquer. Donc ce qui est important, c'est le respect de la parole donnée. Et ça donne au gouvernement du crédit, ça permet également d'avancer. Mais si chaque fois que vous promettez, vous revenez là-dessus, on ne peut pas avancer. Parlant de situation économique, on a constaté que beaucoup de secteurs de l'économie sont bloqués. Est-ce que dans ces conditions, notre pays va atteindre le taux de croissance de 5% annoncé par le D'abord, 5% c'est rien du tout. Le Sénégal, son rythme normal, depuis 1994, c'est 5%. C'est le rythme, disons, en appliquant les programmes, en faisant le programme d'investissement de l'État, sauf des années où il y a une très mauvaise pluviométrie ou une conjoncture internationale très difficile, 5% c'est le rythme normal, c'est le rythme tendanciel de l'économie sénégalaise. Donc on n'a rien fait quand on a fait 5%. Le bon rythme, c'est au minimum 7, 8, 9, voire 10%. C'est ça qui nous permettrait, tous les 10 ans, de doubler le produit intérieur brut par tête et de rejoindre progressivement le rang des pays émergents. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui vous battre. Depuis 2012, je veux dire, on n'a pas d'accélération. Aujourd'hui, on se bat pour avoir 4%. Le rythme qu'on a depuis 2012 ne dépasse pas 4%. Parce quels sont les leviers sur lesquels le gouvernement devrait s'appuyer vraiment pour booster la croissance? Mais d'abord, il y a la relance de ces activités en panne ou à l'arrêt. Vous avez beaucoup d'industries aujourd'hui qui sont à l'arrêt. La première chose à faire serait de relancer ces industries. On en parle depuis des années, même quand j'étais moi-même à la présidence de la République, mais on ne l'a jamais réussi. C'est la manière dont le gouvernement travaille. Je veux dire, c'est pas très sérieux tout ça, parce que quand vous avez un plan de relance, il faut identifier entreprise par entreprise, avoir un plan de relance. Si les actionnaires qui sont là ne sont pas capables de relancer, il faut les reprendre. On peut même envisager des solutions où c'est l'État qui reprend et qui refait marcher, ensuite qui fait la cession. Donc c'est du portage d'actions que l'État peut faire avec
des plans sociaux, etc. Malheureusement, on parle beaucoup dans ce pays, on fait des communiqués de conseil des ministres, beaucoup d'annonces, mais il n'y a pas d'effet qui suivent ces annonces. Et donc c'est vraiment dommage, mais le Sénégal ne bouge pas. Je veux dire, au niveau économique, vraiment, le bilan, je ne dirais pas que c'est catastrophique, mais il est décevant. Le bilan de Macky Sall au niveau économique. Voilà, M. Lo, comment expliquez-vous un peu les différences entre le groupe Bin Laden et l'État du Sénégal par rapport un peu au 5e avenant que le gouvernement refuse de payer? Bon, le gouvernement a raison de refuser de payer, mais moi je pense que ce dossier aussi, c'est la même chose. On a tardé à réagir. Vous savez, il y a peut-être 10 ou 20 dossiers chauds sur lesquels on devrait avoir des positions gouvernementales très claires et un suivi non seulement alerte, mais très proche, avec même l'implication du président de la République, du Premier ministre. S'il le faut, toutes les semaines, avoir un conseil présidentiel ou avec quelques ministres et le Premier ministre, ou en tout cas un conseil interministériel ou un comité interministériel, le Premier ministre et les ministres concernés et les directeurs généraux concernés, pour pouvoir faire le suivi de ces dossiers-là. Mais bien évidemment, si on préfère prendre le temps à recruter... mais je vous donne déjà Air Sénégal International, je vous donne le dossier de l'aéroport, même la découverte de pétrole, comment l'exploiter. Il y en a d'autres. L'autosuffisance en riz, on en parle. Hier, j'ai vu un reportage à la télévision, c'était ahurissant, les paysans qui vous disent que sur 100 kilos, par exemple, il n'y a que 25 qu'ils ont pu récupérer à cause de la pluie qui est venue les mettre à mal. Ensuite, ils vous donnent les difficultés qu'ils ont pour transporter la production. Ils vous disent que chaque charge, vous payez 1000 francs. Ça, c'est des problèmes concrets qu'il faut régler. Je n'ai pas l'impression... Donc, vous avez toujours déclaré que le gouvernement ne pourra pas atteindre à ce rythme d'autosuffisance. Est-ce que vous demeurez, est-ce que vous réitérez cette... Vous savez, j'ai fait une promesse. J'avais dit au directeur général de la SAED lors d'un débat que je ne vais plus parler de ce dossier jusqu'en janvier 2016. Parce qu'au moins on aura la production de l'année 2015, c'est-à-dire sur les deux saisons, la saison chaude et la saison froide. Parce qu'on a deux cultures au Sénégal, même si tous les paysans n'interviennent pas dans les deux cultures. Malgré tout, on nous annonce 350 000 tonnes. Qui ont été faites en tout cas en 2014, alors qu'on vise 1,5 million de tonnes au minimum. Donc ça, c'est à peu près même pas le quart de ce qu'on vise. Comment vous pouvez passer de 25% à 100%? Maintenant, si c'est en Chine, je dirais que c'est possible. Au Sénégal, j'attends qu'on me le démontre. Mais comme j'ai promis de ne pas remettre ça en cause, en tout cas, en janvier, je vais me prononcer. Je vais réactualiser ma prédiction. Ma prédiction, c'était que le Sénégal ne pouvait pas atteindre l'autosuffisance en 2017. Ça, c'est vraiment une évidence. On n'a pas besoin d'être un grand statisticien ni un grand économiste. Même l'étudiant inscrit en première année d'études économiques, mais je vous dis, vous passez de 350 000 à 1,5 million, avec le rythme que vous voyez, des paysans tous les jours qui sortent, qui vous disent les difficultés qu'ils ont, qui vous disent qu'ils ne pourront pas produire en janvier parce qu'ils ne pourront pas payer le crédit bancaire. Parce que c'est un cycle. Il faut d'abord produire, commercialiser, ensuite payer la banque. La banque vous donne un nouveau crédit. Mais si vous ne pouvez pas payer, bien évidemment, vous n'aurez pas un nouveau crédit. On parle de plus en plus de remaniement. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Vous savez, ce pays-là, au lieu de travailler, chaque fois qu'il y a un remaniement, on annonce le prochain remaniement. Ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Et je ne suis pas persuadé personnellement qu'il y a une amélioration très forte, en tout cas substantielle, d'un remaniement à un autre. Je peux même vous faire un travail statistique, c'est-à-dire comment vous le faites. Vous prenez ministère par ministère, vous regardez, vous faites la notation sur ce ministère-là. Est-ce qu'il y a une amélioration? Vous le notez. Ensuite, vous faites le cumul. Je ne suis pas sûr que
si vous prenez tous les gouvernements successifs depuis 2012, que vous aurez une courbe ascendante. Je pense que ça risque d'être une courbe plate, où il n'y a pas beaucoup de modifications, parfois même une détérioration. Parce que ce gouvernement, non seulement actuel, est pléthorique, on a nommé des secrétaires d'État qui marchent sur les plates-bandes des ministres, donc il y a une cacophonie, on ne respecte pas la parole donnée, parce que le président avait promis un gouvernement de 25 membres, une gouvernance sobre, etc. Tout ça a été foulé aux pieds. Je trouve que ça amuse la galerie, ça fait parler les journaux, au lieu de travailler. Moi, j'ai vraiment beaucoup de peine, parce que j'aime tellement ce pays, et je trouve qu'on perd du temps. On perd énormément de temps d'amuser la galerie pendant tout l'été, au lieu de parler de comment sauver l'hivernage, comment améliorer la production agricole. On parle de remaniement ministériel. C'est vraiment le dernier cadet des soucis des Sénégalais, et ça ne règle rien du tout. Je suis persuadé que vous serez encore déçus lorsque le gouvernement sera fait. Parce qu'il n'y aura pas de... D'abord, on va faire venir éventuellement des personnes dont les Sénégalais ne veulent pas. Et ensuite, ça ne veut pas être une amélioration par rapport à ce qui existait. Donc c'est une perte de temps, c'est inutile. Voilà, récemment, le professeur Sidibé, qui est ministre conseiller du président de la République, a fait une sortie pour critiquer le président de la République. Il déplore le fait qu'elle n'ait pas accès au président de la République en tant que ministre conseiller. Vous, en tant qu'ancien collaborateur du président, comment expliquez-vous cet état de fait? Oh, vous savez, j'ai discuté avec un ami, il me disait que Macky Sall, quand tu es avec lui, ils disent que c'est acquis, il t'a maintenant. Donc il s'intéresse aux autres. Je pense que ça, c'est un mauvais calcul. Parce qu'un conseiller, ce n'est pas simplement quelqu'un qui adhère à votre politique. C'est un collaborateur. C'est lui qui doit même préparer vos décisions. Donc s'il n'est pas capable de vous voir, de travailler avec vous, mais pourquoi vous l'appelez à vos côtés? C'est une perte de temps. Amsatou Sow Sidibé, ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'aller à la présidence, on lui donne un chauffeur, un véhicule, on lui donne le titre de ministre conseiller. Non, il vient là-bas pour travailler. Et dans son domaine, je suis sûr, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine du droit tout court, il a beaucoup à apporter à la présidence de la République. Mais malheureusement, sa sortie prouve qu'elle n'est pas utilisée, comme d'autres l'ont été avant elle. Jacques Diouf de la FAO, directeur général de la FAO pendant 18 ans, être obligé de démissionner, ça veut dire que sans doute qu'il ne voyait pas son utilité à la présidence de la République. Donc, oui, bon, ça c'est à elle de décider. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai estimé que le président avait franchi le Rubicon en ne considérant pas ses collaborateurs, mais en préférant renforcer des expatriés, des cabinets étrangers au détriment des cadres de l'État. Ça, en tout cas, moi, ma nature ne me permet pas, quand vous franchissez le Rubicon, de laisser perdurer certaines situations. Malgré tout mon apport à l'alternance, qu'il ne peut pas nier lui, dans les moments difficiles, c'est nous qui l'avons encouragé à aller à l'élection. Macky n'était pas sûr d'aller à l'élection. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, quand les partis politiques ont décidé d'aller investir la place de l'indépendance, il nous a réunis. On était peut-être 6. Il nous a dit: qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller en campagne ou bien je dois aller avec à la place de l'indépendance? Donc refuser de faire campagne, parce que c'était le mot d'ordre, c'est de ne pas quitter la place de l'indépendance tant que Wade reste au pouvoir ou décide de se présenter. Moi, comme je faisais des sondages, je lui ai dit que va à l'élection, tu vas gagner. Il avait plus de chances qu'un Tanordien ou un Moustapha Niasse. Eux, ils ne perdaient rien. Mais lui qui a la victoire acquise. Pourquoi vous fondez? Mais vous savez, si je fais un sondage qui prouve qu'Abdoulaye Wade ne va pas dépasser 35%, et qu'au deuxième tour, il va être battu largement, vous avez deux choix. Vous savez, on a eu même ce débat au sein de la société civile. Il y avait deux camps. Il y avait le camp qui s'appelait « Faut pas forcer », qu'il fallait donc pousser Wade à la démission, ou en tout cas par la violence, par le refus. Il y avait mon camp qui était très minoritaire, je vous l'avoue. Ce camp-là disait: faisons une opposition intelligente. Vous avez l'arbitrage du peuple.
permettons au peuple de voter et sécurisons le vote. Et on va enlever Abdoulaye Wade sans violence ni difficulté. C'est ce camp-là que Macky Sall a suivi. Si je ne l'avais pas convaincu par mes sondages, si je ne l'avais pas poussé à y aller, que tu vas gagner, est-ce qu'il serait parti en campagne? Est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Est-ce que si tout le monde était agrippé à la place de l'indépendance, est-ce qu'on n'aurait pas eu un autre scénario, même pour le Sénégal? Parce que ça aurait pu déboucher sur des affrontements, etc. Avez-vous le sentiment d'être trahi? Je suis trahi, j'ai le sentiment d'être. Mais encore une fois, moi, ça ne me coûte rien. Vous savez, je suis d'une famille traditionnelle. Moi, je préfère sauvegarder mes valeurs ancestrales que sauvegarder des postes ou des privilèges. Moi, les privilèges, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Parce que j'estime que mon père m'a éduqué, m'a donné le minimum. Dieu m'a permis d'avoir fait des études et d'avoir un emploi bien avant l'arrivée de Macky Sall. Je veux dire donc, sérieusement, je n'ai rien à gagner à être dans un gouvernement. Je ne perds rien parce que moi je suis d'abord un professionnel. C'est différent de quelqu'un, à part la politique, il n'a qu'à insulter ou à faire autre chose. Nous sommes des professionnels. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Donc je ne perds rien en quittant le gouvernement. Sinon, peut-être que j'aurais pu améliorer les politiques publiques parce qu'il y a certains domaines où malheureusement je suis très frustré de ce qui est en train d'être fait, comme dans le domaine du sucre, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, où l'État est en train de protéger abusivement la compagnie sucrière sénégalaise en lui donnant tous les avantages alors que ce n'est pas bon pour le peuple sénégalais. Mais c'est parce que Macky Sall a préféré pactiser avec la compagnie sucrière que pactiser avec le peuple. Donc, depuis oui, mais c'est plus grave aujourd'hui. Je veux dire aujourd'hui, parce que sous Abdou Diouf et Senghor, c'est vrai, il y avait le monopole qui a existé. Ensuite, c'était un monopole total qui était donné à Mimran et à d'autres sociétés, ce qu'on appelait les conventions spéciales. En 1993, dans le sillage de la dévaluation 93-94, beaucoup de ces conventions spéciales ont été remises en cause. On les a supprimées même. Lui, il a réussi à garder Mimran, un semblant de convention spéciale, bien qu'on avait remis en cause son monopole. En tout cas, au niveau de l'importation, c'était ouvert. Maintenant, les privés pouvaient importer. Même la protection a été remise en cause un moment. Mais c'est sous Abdoulaye Wade que, à travers des dispositions, il a réussi à, avec d'autres sucriers de l'Afrique, de l'Ouest, ils ont réussi à avoir une protection avec une taxe conjoncturelle à l'importation. Et au Sénégal, avec même un prix de référence, ce qui fait que même si vous importez le sucre à 250, la douane va considérer que c'est 350. Et aujourd'hui, la situation qu'on a aujourd'hui, il ne l'a jamais obtenue. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau royal qu'on lui fait. Qu'est-ce que tu veux, on te fait. Il viole même la loi avec les yeux fermés de l'État. Je vous donne un cas, les commerçants l'ont dit, même le ministre du Commerce, qui fait partie du gouvernement, l'a souligné. On vous autorise à importer 8 000, vous importez 22 000, à la barbe de tout le monde. Et puis, qu'est-ce que le gouvernement a fait? J'attends, mais qu'il sache que ce dossier va être audité un jour. Je veux dire, l'élection présidentielle n'est pas loin, ni l'élection législative. On va demander des comptes à Macky Sall pour ces 22 000 tonnes où ils sont passés. Et s'il préfère maintenant lui payer à la place de Mimran, on va voir. Voilà, parce qu'il ne doit pas protéger Mimran au détriment de ses intérêts politiques. Avant de mes questions, vous avez décidé de vous allier avec Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre. Qu'est-ce que Moubarak Lô, en tant qu'homme politique, peut lui apporter électoralement parlant? Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter en politique. D'abord, Macky Sall, nous lui avons apporté la crédibilité. Je veux dire, le fait qu'on soit avec lui a beaucoup servi au niveau crédibilité. Ça a donné de la crédibilité à sa candidature. Vous savez, en matière politique, il y a plusieurs influences possibles. Vous avez des influences techniques, vous avez des influences charismatiques, vous avez des influences
même d'argent. Donc, quelqu'un disait qu'il a besoin de quelqu'un qui lui apporte des idées. Il a besoin de quelqu'un qui lui apporte des électeurs. Il a besoin de quelqu'un qui lui apporte de l'argent. Il a besoin de quelqu'un qui sait faire les débats pour lui. Moi, c'est les idées, c'est également la considération, parce que je pense que si, comme les gens me connaissent comme un homme, en tout cas véridique, moi je ne dis jamais quelque chose dont je ne suis pas convaincu, peut-être que je peux apporter ça à Idrissa Seck. Au niveau technique aussi, nous pouvons apporter des idées, parce que moi c'est mon métier, je passe mes journées à réfléchir sur des solutions nouvelles. Au niveau électoral aussi, il ne faut pas me minimiser. Je pense que dans une élection présidentielle, je peux beaucoup apporter parce que j'ai beaucoup de sympathie au sein du pays. Et tant que je ne suis pas présent au niveau d'une campagne électorale, ils ne pourront pas exprimer cette sympathie à travers des suffrages. C'est pourquoi je compte lancer mon mouvement bientôt dans les prochains mois avec des cartes de membres et sillonner le pays, massifier ce mouvement et au niveau de l'élection présidentielle, amener tout ça sur la balance. Parce qu'il nous faut que à l'élection qu'on amène Macky Sall au deuxième tour, ensuite qu'on lui fait le Wurnombo et qu'on le terrasse au deuxième tour. Voilà. Je vous remercie, M. Lo. Merci beaucoup. Chers internautes, vous avez bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.